Les vraies voix du rugby, la seule émission du lundi qui ne parle que de rugby. Au sommaire ce soir, la France qui remporte le tournoi Destination 2025. On a vécu un grand week-end, a-t-on vécu un grand tournoi? Analyse de nos consultants Yohan Huget et Philippe Spanghero. Un banc en s'éteint, l'ère de la repossession peut-être qui a sonné. On en parlera avec notre premier invité, Laurent Sampéré, l'entraîneur adjoint du 15 de France en charge des avants. Ce sera de l'entour de 20h15. Le succès des Bleus vu par les anciens. L'œil ce soir de Julien Pierre, ancien deuxième ligne du 15 de France, avec nous à partir de 20h30. Il a été notamment vice-champion du monde en 2011. Et puis une semaine historique pour le rugby français sur le terrain et en dehors. Yann Roubert, le nouveau président de la LNR, la Ligue nationale de rugby, l'instance du rugby pro. Il sera avec nous à 20h45. Vous pouvez nous appeler aussi au 0826 300 300. C'est parti pour une heure complètement ovale. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir Yohan, bonsoir Philippe et bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. Salut messieurs. Bonsoir messieurs. Ouais, voilà, je suis très heureux de vous avoir en studio. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on est. Bah oui, on s'est pas vu, on s'est à peine reconnu. Mais en tout cas, vous pouvez nous voir si jamais vous voulez nous voir en vidéo, bien sûr, sur l'appli Sud Radio ou le site sudradio.fr. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Quentin, c'est une tradition, c'est un rituel. Oui. Les news du jour de ce lundi. Alors, je ne vous l'apprends sûrement pas. La France a remporté le tournoi Destination en battant des records aussi bien sur le terrain avec Penaud qui a égalisé le record de Blanco en nombre d'essais en équipe de France, Louis Bielbiarré qui a égalisé le nombre d'essais sur une seule édition du tournoi ou encore Thomas Ramos qui devient le meilleur scoreur de la sélection française. Mais il y a également des records d'audience avec en moyenne 7,3 millions de personnes qui ont regardé les rencontres du 15 de France. Des chiffres inédits pour le service public qui a également enregistré sa meilleure audience dans l'histoire sur le tournoi Destination lors de ce qu'on peut appeler la finale entre l'équipe de France et l'Écosse remportée par les Français 35-16 avec un match vu plus de 9,5 millions de fois avec un pic à 10,7 millions de téléspectateurs. C'est un chiffre important, François, parce qu'on ne connaît pas encore le diffuseur pour le tournoi à partir de 2026. Oui. Les choses ne sont jamais simples avec le Stade français. Quelques semaines après avoir écarté Laurent Labitte, le Stade français va peut-être devoir chercher un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. D'après l'équipe, Paul Gustard a annoncé sa volonté de quitter le club à la fin de la saison pour rejoindre le Leicester. À noter que Gustard est sous contrat pour encore une saison et que la décision finale appartient donc au club parisien. Julien Tastet aurait lui aussi fait part de sa volonté de quitter le Stade français pour rejoindre le Castres Olympique la saison prochaine. La FFR ne ferme pas la porte à de possibles dérogations pour certains finalistes du top 14 pour qu'ils puissent participer à la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande. Romain Tamac a par exemple dit que ce serait un plaisir pour lui d'effectuer cette tournée. Et puis il y a une dernière news qui vient de tomber, François, avec le nom des 4 joueurs en lice pour le titre de meilleur joueur du tournoi des 6 nations. Bielbiarré en fait partie, tout comme Menoncello l'Italien, Freeman l'Anglais et Blair Kinghorn l'Écossais. Vous avez jusqu'au 24 mars pour voter sur le site du tournoi des 6 nations. Ah ben voilà, on va voter bien sûr, parce que Louis Bielbiarré mérite vraiment ce titre. Yohan et Philippe, on va faire réagir bien sûr dans ce tour de table. D'abord dans les nouvelles du jour, Yohan, est-ce qu'il y en a une là que tu retiens? Celle de Louis Bielbiarré en lice pour être le meilleur joueur du tournoi à seulement 21 ans, je trouve ça remarquable. Voilà, parmi les 4, voilà, il y a Freeman qui a fait un bon tournoi, il y a Kinghorn, mais enfin c'est quand même le record de Bielbiarré doit le tracter vers le titre du meilleur joueur. Ouais, c'est vrai que ça doit être dur parce que sortir 4 joueurs du côté français, on peut parler aussi de la prise de place de François Cros encore sur ce tournoi, la confirmation. Et puis après il y a le 10 anglais quand même qui pour moi a été une des révélations du tournoi. D'accord. Bon, on va voir ça. En tout cas, 27e titre dans le tournoi. J'ai plus son nom, mais dans le tournoi. Figure-toi que j'ai un trou aussi. Donc, t'étais pas bien qui je suis. T'étais pas bien qui je suis là. Mais figure-toi que j'ai un trou aussi. 7e titre dans le 6 nations. Enfin, c'est le jeune de Northampton qu'on connaît. Oui, sûr, voilà, mais on retient plus parmi les Anglais. Là, c'est Freeman. Voilà, mais c'est Freeman, c'est l'ailier. Il y a eu beaucoup de records battus, notamment le plus grand nombre d'essais, 30 essais, meilleur score dans le tournoi des 6 nations. On a battu les Anglais, le record de Louis Bielbiarré 8 essais, première fois dans le 6 nations, et puis Ramos qui devient le meilleur réalisateur. Est-ce qu'il y a un record qui retient ton attention, Yohan? C'est un peu la longévité de Thomas, hein, depuis 2-3 ans, sa régularité au pied, 84%. Donc c'est ce record-là qui parle pour lui, et parce qu'il n'a pas eu un parcours simple. J'étais avec lui sur ses débuts en équipe de France, et voilà, c'était pas évident pour lui de faire des allers-retours. Toi, tu sais ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2019 par exemple?
Non, je voulais pas jeter un froid, mais bon. Non, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein, c'est des choses qui arrivent. Une incompréhension, je pense, et les deux côtés. Et puis voilà, pas la capacité d'attendre s'il était possible qu'il puisse jouer ou pas. Et donc voilà, le staff avait pris sa décision à ce moment-là. Voilà, c'était comme ça. En tout cas, c'est une entre guillemets belle revanche ou en tout cas belle consécration. 450 points. Bon, c'est pas grand-chose par rapport aux 1600, quasiment 1580 et quelques de Dan Carter, mais on espère pour Thomas Ramos qu'il franchira la barre des 1000 points parce que sa régularité l'autorise à y croire. Ouais, puis là, il a dépassé Fred Michalak quand même, mais en nombre de sélections, il est encore loin de Fred. Je pense en sélection de titulaire parce qu'il a eu un début quand même en équipe de France à faire beaucoup d'allers-retours, à pas s'installer. Donc ça fait vraiment 2-3 ans, comme le disait Johan. C'est quand même assez impressionnant, mis en perspective du nombre de matchs titulaires. Il doit être à quoi, 35 sélections de titulaires, Thomas Ramos? Moi, je l'ai dans ma fiche, je vais te la donner dans quelques instants, mais surtout, il est 3 fois meilleur réalisateur consécutif du tournoi, 71 points cette année. Il a 44 matchs joués en tout. Ouais. 44 en tout, il doit avoir une quinzaine sans être titulaire. Déjà 2022, il est remplaçant. Ouais. Tout à fait. Juste quand même cette phrase de Fabien Galtier en conférence de presse qui dit que l'équipe de 2025 est meilleure que celle de 2023. Est-ce que tu partages, Philippe ? Oui, je partage parce que elle a acquis une expérience collective. On l'a senti quand même au fil du tournoi, une capacité de rebond après cette déconvenue en Angleterre. On a senti cette équipe forte collectivement, vraiment très forte, avec des valeurs. Par contre, ça, elle l'a toujours eu, ces valeurs du collectif, un peu de copains, le beau geste de Gaël Ficou à destination de Barassi, la volonté de tous les joueurs de faire ce cadeau à Antoine Dupont. Voilà, il y a quand même une âme dans cette équipe au-delà des talents individuels. Oui, c'était sa 30e titularisation. Donc voilà, mis en perspective de sélection de Fred, c'est quand même assez exceptionnel. Les U20 sacrés dans le tournoi également, ça c'était une première depuis 2018 pour les jeunes, les espoirs. Est-ce le début d'une longue série, on va dire, pour les Bleus, nos Bleus, la grande équipe de France, parce qu'il va en gros la relève est là. Tu parles. Bien sûr, c'est toujours bénéfique. On l'a vu déjà, champion du monde 3 fois consécutif. Là, ça poursuit, même s'il y a eu un facteur chance. L'incroyable défaite des Anglais face au Pays de Galles qui n'était pas prévu dans le circuit, mais ça prouve que l'équipe de France répond présent dans les moments importants, surtout chez les jeunes. Ouais, et chez les grands, là on a ouvert une série, je crois, où il y a eu 2022 Grand Chelem, là il y a eu ce titre. On a senti quand même une supériorité des Français. Voilà, même les 40 points en Irlande ont vraiment marqué les esprits. Ce qui est assez intéressant, je trouve, pour les Bleus, au moins en Europe, sur ce qui concerne le tournoi par rapport aux autres grosses équipes concurrentes, c'est la longévité à laquelle on peut s'attendre de nos joueurs cadres. Voilà, les Anglais se sont quand même appuyés depuis la Coupe du Monde et le retour de Steve Borswick sur des anciens qui ont apporté vraiment ce qu'ils avaient à apporter et qu'on a trouvé renouvelé complètement, régénéré. Mais malgré tout, c'est pas l'avenir. C'est un peu ce qui se passe du côté de l'Irlande, je trouve, cette difficulté à passer le relais à une nouvelle génération. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a une ossature de joueurs qui a 27-28 ans et avec qui on peut se projeter loin par rapport à nos concurrents, je trouve. Et la nouvelle génération aussi qui arrive. Parce que là, on a eu de la concurrence. Il y a plus d'émulation aussi chez nos moyens, chez les 21 ans, Atisson B 24. Donc, tu vois, ça fait des jeunes qui sont là et qui seront là pour longtemps. Gailleton, De Porter, enfin, on peut en citer beaucoup. Oradou, Gégou. Voilà, donc on a une profondeur quand même. Ça fait plusieurs années qu'on dit ça, mais voilà, on en parle souvent. Mais ce rapprochement Ligue Fédé, je pense que si tu te mets pilier droit, Philippe, tu peux faire la Coupe du Monde. C'est possible. Et c'est le seul poste où on est un peu ric-rac. Enfin, Tatafou, il y a Falatea, il y en a quelques-uns quand même. On n'est pas. Mais Philippe, effectivement, il faut faire un peu de muscu. Après, c'est au mental. Voilà, et puis bien sûr, on va se réjouir et on va en tout cas le proposer à Laurent Sampéré qui va être avec nous dans un instant, l'un des adjoints de Fabien Galtier en charge notamment des phases de conquête. On va en parler avec lui, l'ancien entraîneur du Stade Français et qui
qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous. Restez avec nous, bien sûr. Les vraies voix du rugby, on revient dans un instant. Les vraies voix du rugby, bien sûr. Philippe Spanghero, Yoann Huget, toute l'équipe Sud Radio est là pour revenir sur cette victoire des Français dans le tournoi de destination. Cela faisait 18 ans que la France n'avait pas gagné le tournoi en année impaire. C'est dire quand même qu'on n'a pas boudé notre plaisir. T'as fait la fête, Yoann, samedi soir? T'étais au stade? On a fini, ça. C'est fini. notre âge. C'est notre âge et les troisième mi-temps sont peu au goût du jour. Donc, c'est vrai, c'est vrai. T'as même pas rejoint les gars pour le déj dimanche chez l'ami Romain Fornel? Non, c'était dimanche, c'est le jour du Seigneur, Philippe, tu sais, donc je suis obligé d'aller me confesser. Voilà. On est ravis d'accueillir, on va en savoir plus sur quand même la façon dont les Bleus ont fêté ça avec Laurent Sampéré, qu'on est ravis d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous, parce que c'est vrai que là, j'imagine qu'après une longue période monopolisée par le tournoi, c'est le retour en famille. Donc merci d'être avec nous, Laurent, en direct sur Sud Radio. Bon, j'imagine que pour toi, cette victoire dans le tournoi, elle a dû avoir quand même une signification spéciale, parce que tu n'avais pas connu 2022 dans le staff de Fabien Galtier. Non, effectivement, j'avais pas connu la victoire de 2022 et l'intensité du tournoi. L'année dernière, on a été pas mal surpris. On avait encore des réglages à faire. On attendait beaucoup de ce tournoi 2025. Et ça a été 8 semaines très intenses. Mais la fin est belle. La fin est belle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà, quand même, bon, on sait qu'on fait plus de troisième mi-temps, mais quand même, vous avez passé du temps ensemble. On n'a pas fait le troisième mi-temps pendant les 8 semaines de rassemblement, parce que bon voilà, le plan de performance renforcée, et on a tout mis en œuvre pour être vraiment focus sur le rugby. Mais samedi soir, quand même, on s'est octroyé une belle troisième mi-temps. Voilà. La bûche, il devait pas être content. Hein. Tout un tournoi sans faire de troisième mi-temps. Ouais, voilà, la dernière soirée était d'autant plus belle. Bon, mais c'est bien, ça fait plaisir. En tout cas, c'est mérité. On a parlé des records des stats. Il y en a une quand même qui est assez impressionnante, c'est la touche. C'est quoi? C'est une ou un ou deux ballons perdus sur l'ensemble du tournoi sur vos lancers. C'est un secteur que tu diriges, Laurent. On a perdu 2 lancers sur à nous sur l'ensemble du tournoi. D'accord, je crois qu'on le premier match et le dernier match. D'accord, bon, mais c'était bien, c'était pour boucler la boucle. Mais enfin, c'est quasiment une copie parfaite. Je crois qu'en 2022, Grand Chelem, il y avait eu 6 ballons perdus, si j'ai bien lu. J'ai pas comparé les chiffres avec 2022, mais d'après ce qui m'est revenu aujourd'hui, c'est une belle performance qui, d'après ce que j'ai entendu, n'avait pas été faite jusqu'à présent. Donc ça fait partie des records collectifs qui sont intéressants. Philippe Spanghero avec toi pour une première question, puis Yoann, bien sûr. Salut Laurent, déjà. De touche, hein. Pardon? Philippe, tu peux me parler de touche sans problème. Écoute, non, pas vraiment en plus. Là, c'est plutôt général la question, mais en tous les cas, d'abord bravo, parce que vous nous avez rendu fiers. On a encore vécu une belle fête au Stade de France, les audiences qui montent en flèche. Enfin voilà, le rugby français nous rend fiers. Ça, c'est en grande partie grâce à vous, donc bravo. Et non, la question est un peu plus générale, elle est liée aux questions qu'on s'est posées au fil du tournoi avec l'évolution de la stratégie, avec ce 7-1. Toi, dans ton secteur particulier, est-ce que ça a changé quelque chose dans la gestion de l'effectif et dans la vision stratégique, ce changement stratégique du 7-1 au lieu du 6-2? Pour les avants, c'est très confortable, parce que on sait qu'on va avoir 7 remplaçants devant qui vont rentrer très tôt, comme vous l'avez vu, que ce soit en Italie, en Irlande ou contre l'Écosse. Avant la 50e, on peut coacher systématiquement. On a coaché 6 avants sur 8. Donc c'est des joueurs qui savent qu'ils ont une quantité d'énergie à dépenser et qui dépensent d'habitude sur plus long, quasiment 80 minutes. Là, ils ont une durée courte sur le terrain. Ils savent qu'ils vont être remplacés. On remplace poste pour poste, donc ce qui permet de maintenir un équilibre dans l'équipe sans repositionner d'autres joueurs. Donc, pour la qualité de l'énergie, de l'intensité et l'organisation du paquet d'avant, c'est vraiment un grand avantage. Yoann. Par contre, ça nous fait prendre des risques sur les scénarios en cas de blessure derrière. Mais c'est des scénarios qu'on avait beaucoup entraînés dans la semaine.
Donc ça s'est avéré payant d'avoir pris cette décision. Pardon, je rebondis juste avant la question de l'œil, mais justement finalement quelque part l'Irlande va rassurer là-dessus parce que c'était le pire scénario qui pouvait se passer dans le 7-1, la blessure d'Antoine Dupont finalement si tôt dans le match, et donc quelque part ce scénario-là qui était un peu le scénario catastrophe et la façon dont vous l'avez géré vous a conforté dans l'idée que vous étiez dans le vrai. Exactement, parce qu'il y a la blessure d'Antoine, mais il y a aussi la blessure de Pierre-Louis Barassi. Ouais, elle arrive quand même plus tard, mais oui, du coup, les deux cumulés, c'est en réorganisation. Les deux cumulés nous imposent deux coachings derrière, et on a vu, notamment quand on a dû faire passer Oscar Gigou au centre, qu'il a bien rempli son poste. Voilà, on avait vu dans la semaine, quand on avait préparé ce genre de scénario, qu'il avait la capacité pour le faire. C'était pas une réelle surprise, mais c'est toujours, il faut toujours le confirmer à balles réelles. Johan, avec Laurent Sampéré, entraîneur adjoint du 15 de France. Salut Laurent, félicitations déjà. Et bon, je suis pas totalement satisfait de ce 7 heures. Ça veut dire que vous avez de moins en moins besoin des 3 quarts. Et je trouve que c'est pas logique parce que ceux qui ont marqué le plus c'est les 3 quarts sur ce tournoi-là. Voilà, je trouve que ce système est pas cohérent pour la longévité des mecs, c'est pas cool. Vous avez besoin des ailiers là sur ce tournoi-là, à part un demi de mêlée qui est remplaçant, je trouve que c'est non, blague à part, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est votre marque de fabrique maintenant. On l'a beaucoup assimilé au Sudaf. Mais depuis ce tournoi, vous l'êtes approprié et même si je pense que sur le dernier match, c'était pas totalement prévu le 7-1. Non, sur le dernier match, ça a été tout le long de la semaine, on en a discuté. Ça dépendait de l'état de forme du moment, de l'énergie des joueurs, parce qu'on était sur la 8e semaine de compétition, donc il y avait d'autres choses à prendre en compte sur la longévité sur le match à certains postes. Mais finalement, ça a été une option qui a été intéressante pour nous. Le départ de ce 7-1, c'est Fabien après le match de l'Angleterre qui a eu cette idée-là pour justement avoir un impact physique sur la fin du match et pouvoir coacher massivement en début de deuxième mi-temps. Mais sur la performance contre l'Écosse, pardon François, sur la performance contre, c'est Philippe qui a tout déréglé. La performance contre l'Écosse, sur la première mi-temps, tu penses que vous étiez un peu fatigué ou c'était pris un peu par l'enjeu parce qu'on n'a pas trop senti l'équipe de France avec le peps qu'elle peut avoir comme d'habitude, même si on est sur le dernier match. Effectivement, on a eu des difficultés, notamment en première mi-temps contre l'Écosse. C'est certainement dû à la qualité de l'opposition, parce que les Écossais ont fait un très bon match. Ils font partie, c'est pour moi une des seules équipes qui a réussi à monter en puissance tout au long de la compétition. Donc on a été perturbé par les Écossais. Peut-être que nous aussi, dans l'approche de ce match, qui pour nous était une finale, on avait besoin de se confronter à ça. Mais en termes d'expérience collective, dans le chemin qui est le nôtre, ça va être intéressant d'avoir vécu ce dernier match de cette façon-là. Et la mi-temps a été précieuse. Les joueurs ont réussi à redresser la barre en deuxième mi-temps. Est-ce qu'il y a eu débat sur ce 7-1 ? Tu dis c'est une idée de Fabien juste après le match perdu à Twickenham. D'abord, est-ce que c'était pour lui une façon un peu de remobiliser le groupe sur un objectif et un pari un petit peu fou, en plus d'aller gagner à Dublin, en tout cas de fédérer un peu autour de cette idée novatrice ou nouvelle pour l'équipe de France ? Et est-ce que vous, à l'intérieur du staff, il y a eu débat voilà, est-ce que les risques ils sont quand même importants ? Les risques sont importants. Après, ce sont des risques mesurés. Ce qui a été intéressant d'observer, c'est surprenant parce que c'est nouveau. On n'a pas d'habitude pour ce coaching, donc on a dû se confronter à toutes les possibilités de blessures, de changements et analyser ces situations-là. Ça a été, en tout cas pour nous, le staff, une source de réflexion intéressante et de voir l'adaptation de chacun des membres du staff. Ça a aussi montré l'intelligence collective du staff sur la façon de s'adapter et d'accepter ça, parce que comme le disait Johan tout à l'heure en plaisantant, mais c'est vrai que pour les 3 quarts c'est quand même plus risqué parce qu'on s'expose à pas avoir des spécialistes à certains postes. J'imagine que Patrick Arletaz, ton homologue pour l'attaque pour les 3 quarts, peut-être qu'il a du ticket quand même. Il a pas forcément tiqué, il a fait partie de la discussion, c'était très constructif, mais effectivement ça a engendré beaucoup plus de questionnements pour lui. Mais bon, après les joueurs ont donné des réponses positives, ce qui a rassuré tout le monde. Philippe, avec Laurent Sampéré,
Ouais, donc il y a ce tournoi maintenant sur lequel vous pouvez capitaliser parce que c'est malgré tout quand même dans la victoire et avec des succès comme ça qu'on construit la confiance dans un groupe. Et puis il y a les prochaines échéances avec des informations intéressantes. Là, on commence à dire que peut-être les finalistes ou les demi-finalistes du top 14 pourraient participer à la tournée d'été. On sait que ça a été un débat, notamment que les Néo-Z se sont plaints de la façon dont ils pouvaient être traités si le 15 de France n'amenait pas ses joueurs cadres. Donc il y a une volonté en plus affichée. On a vu un commentaire de Romain Tamac qui serait très heureux d'y participer. Ça, c'est peut-être aussi un changement qui montre une réaffection à l'équipe de France par rapport à une période sur laquelle les joueurs majeurs traînaient un peu des pieds pour participer aux tournées d'été. Et donc quelque part, dans la construction de l'expérience collective en vue de la prochaine Coupe du Monde, c'est intéressant d'avoir ces joueurs cadres sur ce type de tournée. Ça, c'est très nouveau et ça va plutôt dans le bon sens. Ça va dans le bon sens de voir que le maximum de joueurs veulent participer, notamment les joueurs confirmés n'ont pas envie de laisser le maillot. Après, les succès d'automne et pendant ce tournoi de destination peuvent venir aussi en partie du fait que l'été dernier on est parti en tournée avec une équipe de France sans les finalistes qui a permis à certains de ces joueurs de se révéler et de faire partie du groupe en novembre et cet hiver. Donc il y aura un juste équilibre à trouver entre les deux, mais c'est sûr que de voir que les joueurs confirmés, les cadres de l'équipe préfèrent venir jouer en Nouvelle-Zélande qu'avoir des semaines de vacances supplémentaires, ça montre la vie de groupe et ce qui est en train de se passer dans cette équipe. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression de l'extérieur de voir un club. C'est un peu ce que vous vivez. Ouais, c'est exactement ce qu'on vit. C'est exactement ce qu'on vit. Hein. Je crois que les gens se trompent pas quand je vois l'attachement et l'engouement qu'il y a autour de cette équipe de France. Les joueurs font tout avec passion. Il y a des liens très forts entre eux et ils sont capables de faire de grandes choses. Après, on a Fabien a créé autour de ça un système d'entraînement, une méthode qui permet aussi de fonctionner de cette manière-là, pardon. Donc mais cet équilibre-là, il faut le maintenir, le cultiver, ce qui a été plutôt bien fait ces derniers temps. Non, mais on le voit, pour rebondir sur ce que tu dis, François et Laurent, même si tu gagnes le tournoi, ils ont quand même passé 8 semaines ensemble et hier, les joueurs sont restés sur Paris pour profiter d'un moment au lieu de rentrer, retrouver leur famille directement. Donc ça prouve que ces joueurs-là n'ont pas envie de se quitter et qu'ils sont bien ensemble. Oui, ça prouve que Marcoussi est quand même assez sympa aussi. Non, mais là c'était pas Marcoussi. Ils sont pas souvent Marcoussi, hein. Ils sont pas souvent Marcoussi, t'inquiète pas. Bon, est-ce qu'il y a un joueur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a impressionné quand même sur ce tournoi? Si tu devais retenir un joueur, toi, Laurent, sur la progression ou voilà que t'as vu, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu mettrais en exergue? On pourrait parler comme un exemple de Maxime Lucu ou d'autres joueurs qui ont été très importants pour le groupe. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'état d'esprit qui anime le groupe et qui a été représenté lors de la semaine de préparation de l'Écosse, où par exemple Antoine Dupont a décidé de rester avec l'équipe alors qu'il avait une blessure grave et c'était pas facile pour lui. Il a été moteur là-dedans. D'autres joueurs nous ont rejoints la veille du match pour la remise des maillots, pour y participer. Donc c'est plus cette aventure collective qui, pour moi, a souligné. On s'entraînait à 42 joueurs chaque semaine pour préparer les matchs pendant 8 semaines. Et tous ces joueurs ont eu un rôle important dans la victoire. Donc c'est cette aventure collective que j'aimerais souligner. Ouais, il y avait la pression, là ça se termine bien et ça se termine par cette première place et on le disait, ça faisait 18 ans qu'on attendait ça. Est-ce que tu as senti plus de pression par exemple que l'an dernier? Sur le staff, je parle. Hein. C'est une bonne question. Je pense que on est constamment, on sent ce devoir de gagner avec l'équipe de France qui est présent sur chacun d'entre nous. On a à chaque fois cette volonté, donc cette pression on se la met nous-mêmes.
c'est vrai qu'il y avait des attentes importantes autour de ce tournoi. Certains commençaient déjà à parler d'année paire, impair. Nous, on savait que ça allait pas être simple, mais on avait les ressources pour le faire. Mais pour répondre à ta question, à chaque fois, il y a avec cette équipe de France une volonté de gagner, et c'est ce qui nous anime. Dernière petite question, on a parlé du Stade Français en début d'émission avec le possible départ de Gustard, l'entraîneur anglais actuel, entraîneur en chef. Tu étais avant entraîneur des espoirs. Est-ce que d'abord, j'imagine ça te laisse pas insensible, Laurent, et est-ce que, je sais pas, t'as peut-être été approché un poste de numéro 1, voilà, est-ce que c'est une évolution, imagine qu'on te propose ça, qu'est-ce que tu dirais? C'est sympa cette question pour terminer, Laurent. L'intérêt du Tour dans les 6 Nations, j'ai vraiment pas ça en tête. C'est sûr que c'est un club que je suis avec une attention plus particulière, mais pour tout vous dire, j'ai complètement coupé de l'actualité et j'atterris tout doucement là. Bon, non, voilà, il fallait bien quand même qu'il y ait une question un peu foireuse. Allez, bon, en tout cas, je te remercie, voilà, mais c'est sympa. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Laurent. Profite bien de la famille, des enfants, de Marie, et puis surtout bon repos, et on se voit bien sûr très vite autour des terrains. Laurent Sampéré, entraîneur adjoint du 15 de France, qui est avec nous en direct dans les vraies voix du rugby sur Sud Radio. Dans un instant, on va parler avec un grand ancien, deuxième ligne, Julien Pierre, qui sera avec nous au 0826 300 300. À tout de suite. C'est lundi, c'est rugby, entre 20h et 21h sur Sud Radio, bien sûr. Yoann Huget, Philippe Spanghero sont là à mes côtés. Philippe Spanghero plutôt pilier droit, Yoann Huget plutôt pilier gauche, voilà, prêt à sortir, à jaillir, bien sûr. Et on est heureux d'accueillir. Ça fait une drôle de cage avec toi au milieu. C'est la cage au fol. On va avoir du renfort avec un deuxième ligne de métier, ancien deuxième ligne du 15 de France, bien sûr. On l'a connu à Clermont, à Pau, à Bourgoin. C'est Julien Pierre qui est avec nous. Salut Julien, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonsoir messieurs. Alors, j'aurais pas aimé pousser derrière vous quand même. J'apprécie beaucoup tous les trois, mais quand même, c'est pas très solide. Ouais, tu t'attaques comme ça, dur. On va devoir sortir les questions fâcheuses. Mais enfin bon, on est content de t'avoir avec nous, Julien. Comment t'as vécu toi ce sacre des Bleus? Tu étais au stade ou t'as vu ça en écoutant Sud Radio, bien sûr? J'étais devant mon poste de radio, évidemment, et écouter Sud Radio, évidemment. Mais ouais, d'accord. Donc t'étais pas au stade? Je n'étais pas au stade. D'accord. J'ai eu la chance d'être en Irlande, mais je n'étais pas au stade. D'accord. T'as eu peur, toi? Parce que c'est vrai que quand même, si on change, si on tourne à 20-16, là, si cet essai est validé en faveur des Écossais, en tout cas, l'impression, la sensation qu'on avait au stade, et sans doute vous aussi devant la télé, c'est qu'on n'était pas complètement serein quand même. Franchement, non. J'étais pas trop inquiet. La puissance française, je savais qu'elle allait se mettre en marche en deuxième mi-temps, et ça a joué en défense. Ils ont été extrêmement solides. Ils l'ont montré en Irlande. Et même si les Irlandais ont répété les temps de jeu, les Écossais, ont répété les temps de jeu, on voyait quand même une défense qui était extrêmement solide et sereine. Donc après, on connaît la qualité en attaque de cette équipe de France. Donc, j'étais pas vraiment inquiet sur l'issue du match. Philippe Spanghero avec Julien Pierre. Ouais, Julien, écoute, une question plutôt liée à ton actualité et à ton arrivée à la Ligue nationale de rugby, la volonté qui était la tienne d'avoir un rôle à jouer aussi dans ce rugby, puisque on en parlera peut-être tout à l'heure. T'es déjà impliqué de façon importante dans l'évolution des mentalités sur tous les grands enjeux environnementaux, écologiques dans le rugby, mais pas que. Et là, donc, t'as été élu comme personnalité qualifiée à la Ligue nationale de rugby. Tu es allé dans quel but et pourquoi cette envie vraiment de t'impliquer aujourd'hui dans les instances? Je crois que j'ai toujours eu envie de m'impliquer dans les instances, et je pense qu'il est important que d'anciens joueurs puissent être représentés au niveau de ces instances. J'avais une volonté personnelle, et puis je sais que ça va être aussi un très bel apprentissage pour moi, parce que siéger au directeur aux côtés de personnalité qui y siège, ça fera aussi un énorme apprentissage. Et puis, pouvoir potentiellement, je verrai comment je peux faire, mais travailler dessus et faire évoluer les mentalités sur tous ces sujets
sociétaux que la société. Il y a le tissu qui veut faire un petit minute. Voilà. On est en direct. Ben oui, c'est ça. Père de famille, voilà, dirigeant et père de famille. C'est ça. Et donc, faire évoluer toutes ces mentalités, et puis c'est l'enjeu aussi de la société. Johan Huget, Julien Pierre, voilà, t'aimais bien le croiser sur un terrain? Quand il était à Clermont, tu étais au Stade. Pas trop croisé. Souvent, il allait trop vite pour moi. On s'est pas trop croisé. On évitait les rugs déjà, donc on se voyait pas trop. Mais en tout cas, j'ai apprécié jouer avec lui. Mais juste une question, Juppy, est-ce que tu penses réussir à faire entrer toute la mafia bergalienne avec toi, ou tu vas seul? Tu sais, quand il y a un bergerien qui commence à mettre le pied dans la porte. C'est pour ça. On va voir, écoute, on vient d'arriver, on va arriver je te vois bien avec Morgane, avec Jubon, tu vois, tout ça, toute cette petite mafia. Écoute, on s'empêche rien. Non, mais avec beaucoup d'unité et beaucoup d'envie d'apprendre et essayer d'apporter aussi. On a été la première génération à avoir été totalement professionnelle, à avoir vu aussi cette ligue évoluer durant presque 20 ans. Et voilà, d'être à l'intérieur, je pense que c'est important. C'est important que des joueurs soient là et essayer modestement d'apporter une matière édifice, quoi. Mais c'est toi qui étais présente, enfin tu t'es prononcé en faveur pour rentrer, ou on est venu te chercher? Alors, promotion canapé. J'en ai avec Florian et Jean-Marc Lamé qui m'ont sondé, et puis après oui, on a postulé. Ouais. Mafia clermontoise. Ouais, tout à fait. Julien Pierre avec nous en direct sur Sud Radio, grand témoin, grand ancien. T'as connu une finale de Coupe du Monde en 2011. Voilà, t'as connu les hauts et des bas de l'équipe de France. Voilà, là, il y a quand même une certaine régularité. Moi, je reviens au bleu parce que tu auras aussi un rôle en tant que représentant de la FFR à la LNR pour cette stabilité, on va dire, des relations entre la LNR et la fédération. C'est la condition pour maintenir les Bleus en haut? Oui, bien sûr. C'est une des conditions pour maintenir les Bleus en haut, avec cette génération qui est extrêmement douée. C'est jeunes aussi qui poussent, parce qu'on voit qu'il y a ces U20 qui ont été champions également avant-hier. Donc c'est magnifique. Voilà, c'est évidemment une des conditions pour maintenir les Bleus, que ce championnat soit toujours le plus attractif du monde, et continuer à travailler dans ce sens-là, évidemment. Alors j'imagine quand même que le 7-1, ça a dû bien sûr t'interpeller, toi l'ancien deuxième ligne. Ça lui a fait plaisir. Ça a dû te faire plaisir pour ta corporation. Il aurait pu jouer jusqu'à 40 ans. Avec des 7-1, JP, il aurait pu jouer jusqu'à 40 ans. Ouais, 50 minutes par match. Je crois pas, pourquoi c'est pas arrivé, c'est comme ça. Déjà, c'était juste accroché jusqu'au bout. Non, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup du 7-1, pourtant les Bocs l'ont fait régulièrement et ont été champions du monde plusieurs fois. Alors je sais pas si à chaque fois c'était 7-1, mais dernièrement en tout cas oui. Donc voilà, on a des joueurs polyvalents. La rentrée au centre en Irlande a montré qu'il y avait des joueurs qui étaient capables de jouer à n'importe quel poste et d'être polyvalents. Donc voilà, on a des joueurs puissants, autant les utiliser. Encore une fois, les Bocs l'ont fait pendant des années, ça a plutôt bien fonctionné. On n'est pas les Bocs, mais autant se servir des forces en présence. Ouais, qui t'a séduit toi sur les joueurs qu'on a découverts? Il y avait bien sûr des habitués, des expérimentés, puis il y a eu des petits nouveaux. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu ton attention, Julien? Je vais rester devant parce que derrière je suis pas qualifié pour m'exprimer, mais Guillard, voilà. Non, mais a fait un très bel tournoi. Clairement, on connaît ses qualités indéniables, c'est sûr, et sa constance. Et moi, je trouve qu'un François Cross est assez extraordinaire. Il est constance incroyable. Et plus ça va, plus il est fort, je trouve, plus il maîtrise son rugby. Et c'est vraiment un joueur extrêmement, qu'on voit peu, pas sur le terrain, potentiellement, mais qui est extrêmement propre, qui fait un boulot énorme, qui fait pas d'erreur. Enfin voilà, vraiment un très bon joueur.
Une dernière question? Non, pardon, je vais Il n'a pas l'habitude d'être là le lundi, Philippe, il faut le Non, mais bien sûr, j'en ai une. Par rapport justement à ce dont on parlait tout à l'heure et à ta vision globale, je reviens un peu au succès populaire autour de l'équipe de France, aux grands enjeux qui nous attendent aussi, puisqu'il y a une affluence en constante hausse dans les stades. Donc tout ça, ça relie tes enjeux aussi avec ton autre casquette entrepreneuriale. C'est quoi les grands enjeux du rugby selon toi par rapport à tout ça, à cet engouement populaire, à nos infrastructures, pour allier un peu de cette attente avec les grands enjeux environnementaux, écologiques que tu portes? Déjà, je pense que ça va être continuer de travailler sur les enjeux sociétaux sur lesquels le rugby a toujours travaillé, hein, de solidarité, d'entraide, de bienveillance, qui sont chers au rugby. Et puis évidemment les enjeux climatiques où le sport va devoir s'adapter. On va devoir aussi pouvoir planifier véritablement décarbonation du rugby, ou au moins une réduction de l'empreinte environnementale du rugby. Et puis peut-être une planification sur l'adaptabilité sur demain, les pratiques de demain. Si on est exposé à des plus de 4 degrés régulièrement, comment le rugby va s'adapter, comment le championnat va s'adapter, quelles mesures devra prendre des instances comme la Ligue de rugby ou la Fédération de rugby pour protéger les joueurs, pour protéger notre championnat maximum. Voilà, il y a pas mal d'enjeux. Je ne suis pas encore plongé dedans, mais évidemment, c'est des enjeux qui vont parler, sur lesquels j'aurai à cœur de travailler avec les équipes. Eh bien, Julien, on va te remercier d'avoir été avec nous, bien sûr. Bon courage pour ce mandat. Bon courage, oui, voilà, et bien sûr aussi, j'imagine que tu vibreras tout au long de la saison. Bien sûr, tu es toujours en lien avec la Bergalie, on a bien compris, mais quand même, il y a eu Clermont qui a beaucoup compté, et il y a Pau. Comment ça se passe? On est consulté quand on est ancien dans ces clubs, ou alors non, c'est la page est tournée? Non, je suis toujours en lien avec évidemment la Bergalie, hein, régulièrement. Les Clermontois, on en a amené quelques-uns à Paris, donc comme je suis parisien, on les voit régulièrement aussi. Ils ont Clermontois, Bergaliens, hein, toute la filière se suit. Et puis à Pau, j'ai mon petit Dominique qui est toujours là-bas, donc c'est évidemment des nouvelles régulières de la section, et voilà, donc on est toujours en lien évidemment avec tous les copains avec qui on est plus là. Bon, en tout cas, on était heureux de t'avoir, Julien, avec nous en direct. On te souhaite une bonne soirée et de belles prises de fonction du côté de la LNR, où tu vas donc œuvrer au comité directeur. Et on est très content quand les anciens joueurs s'impliquent dans les instances. Merci, Julien. À très bientôt. Merci. Sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on parlait de la LNR, donc qui a vécu également une semaine un peu historique. On le disait, le terrain a bougé et également les institutions, puisqu'il y a un nouveau président, il s'appelle Yann Roubert. Elle sera avec nous dans quelques instants dans La Vraie Voix du Rugby. Restez bien avec nous, Yoann Huget et Philippe Spanghero sont là également. Les Vraies Voix du Rugby, Yoann Huget, Philippe Spanghero qui sont là bien sûr, et Quentin Cabanis aux manettes avec Aude au standard, et on est heureux d'accueillir Yann Roubert qui est avec nous. C'est le nouveau président de la Ligue nationale de rugby. On est très heureux d'avoir Yann avec nous. Bonsoir président. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de Lyon jusque-là et désormais président de la LNR. Ça veut dire qu'automatiquement on n'est plus président de son club quand on devient président de la LNR, Yann ? On ne peut pas le rester en tout cas. Je suis dans les 10 jours où j'ai le droit de mettre un S à président et où j'ai le droit de cumuler. Mais effectivement, ça va pas durer parce qu'on a, je crois que c'est 1 mois. Mais en ce qui me concerne, Louvain ce week-end sera mon dernier match. Je vous cache pas qu'il y aura une émotion folle pour essayer de finir à domicile. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Et je démissionnerai la semaine prochaine, le temps de faire un nouveau conseil d'administration pour préparer la suite. Ça veut dire que vous savez déjà qui est le successeur à Lyon ? J'ai des vrais indices, mais il faut attendre le conseil d'administration pour savoir comment ça va se passer. Bon, on n'aura pas le nom en exclu, ce soir. Non, malheureusement, non. Il faut attendre que ce soit fait avant de pouvoir en parler. Bon, très bien. En tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Yann, je sais pas pourquoi je vous vois, mais bon, en tout cas, maintenant, c'est président de la LNR. C'est bien normal. Est-ce que cette élection, Yann, vous a surpris ?
Surpris non, mais évidemment honoré. Et puis elle m'oblige pour les 4 ans qui viennent, parce que c'est vrai que c'est à la fois flatteur, mais surtout, c'est beau d'avoir la confiance de ses pairs et du reste de l'Assemblée générale de la Ligue nationale de rugby. Donc je mesure à la fois les pas dans lesquels je mets les miens quand on voit les 4 présidents qu'il y a eu avant, et puis les responsabilités qui sont à venir. C'est passionnant, mais c'est aussi une responsabilité. Donc je vais essayer de me montrer digne. Philippe Spanghero et Johan Huget sont avec nous, bien sûr. Philippe, petite question pour Yann. Ouais, bonsoir Yann, d'abord félicitations pour cette élection. Alors c'est un vrai plébiscite, je crois que de l'histoire de la Ligue, c'est l'élection qui a eu le plus grand écart, même si en fait elle s'est passée en 2 fois avec cette réunion la veille au soir qui a fait que René se soit retiré. Mais ça permet a priori d'avoir les coups des franches politiquement. Quels sont les principaux chantiers qui vous attendent, qui t'attendent, et grosso modo comment on peut jauger cette élection, c'est-à-dire que ceux qui ont fait le choix de te suivre, ils militent avec toi pour quels grands enjeux du rugby professionnel français à venir? Je pense que sur le fond, et c'est bien l'objectif maintenant que l'élection est passée, c'est de se dire qu'on est tous sous la même bannière et tous avec le même maillot, celui du rugby, et du coup on a un combat commun à mener pour le rugby, sa pratique et ses valeurs, et le rugby professionnel en particulier, même s'il faudra évidemment dépasser ce rôle. Et je pense que sur le fond, il n'y a pas de différence majeure, même avec ceux qui ont voté différemment et qui n'ont pas voté pour moi, à savoir avoir des clubs qui se portent bien, des championnats qui se portent bien. On a la chance d'avoir un modèle qui est quand même assez unique au monde, d'avoir 2 championnats attractifs. On est les seuls à faire ça. Un système de formation tout au long du parcours amateur et professionnel qui marche. Une régulation qui est assez forte avec les GIF ou le salary cap. Ça, il faut essayer de consolider ça, l'ancrage de nos clubs dans le territoire et ces clubs qui vont bien. Et puis, au-delà de ça, qui reste notre prérogative principale, il faut bien sûr avoir un rugby tout court qui se porte bien. Et ça veut dire une équipe de France qui gagne, et puis des clubs amateurs qui fonctionnent aussi, parce que pour qu'il y ait un sommet de la pyramide qui brille avec une Pro D2 et un top 14 qui marche bien en haut, il faut qu'il y ait des clubs qui donnent le goût à nos enfants de venir jouer au rugby, et puis ceux qui donnent à ces enfants l'envie de rester au rugby. Donc ça va être les grands enjeux majeurs, et ça va devoir se faire main dans la main avec l'ensemble des clubs professionnels bien sûr, mais bien sûr avec la fédération aussi. Et Johan Huget avec Yann Roubert, nouveau président de la Ligue nationale de rugby. Oui, bonsoir président. Félicitations déjà dans un premier temps. Merci. On entendait tout à l'heure que vous avez 10 jours pour faire la passation au niveau du Loup, et notamment sur la Ligue. Il y avait un petit pas contentieux, mais sur votre position d'être bénévole, de ne pas être bénévole. Aujourd'hui, comment vous voyez la chose du coup maintenant que vous êtes président? Ouais, alors ça va pas changer, mais mes convictions restent les mêmes, et mes positions aussi. J'ai dit tout au long de cette campagne qu'effectivement le salariat, pour moi, c'était une conviction, mais pas une condition. Je pense que c'est important au moins de se poser le débat et de se dire qu'on peut se donner le choix d'avoir quelqu'un qui ne soit pas soit retraité, soit fortuné, ce qui est mon cas, pour éventuellement pouvoir dédier beaucoup de temps à la Ligue nationale. Ce que j'ai dit, c'est que si les présidents veulent que je reste bénévole et que le président reste bénévole, je le ferai. Il faut juste simplement comprendre que j'ai pas les moyens de faire 4 ans à plein temps bénévole, j'en ai jamais fait mystère, et du coup le cas échéant, si je dois être bénévole, j'aurai une activité à côté, mais ces gens-là qui achèteront mon temps, faudra évidemment que je leur donne du temps, c'est tout simplement ça. Moi je trouve ça honnêtement très sain, parce que on parle d'une société commerciale qui gère quasiment 200 millions de budget, qui reverse dans l'économie du rugby et de ses clubs beaucoup d'argent, donc ça demande des compétences, et si on veut des compétences et des gens qui se projettent sur le long terme, il faut que ça dure. Après, je pense que le risque de tout ça, et sans être chauvin, mais on a la chance d'avoir proche de nous tout ce qu'il ne faut pas faire, le foot. Et ce que je trouve moi choquant dans le sujet de la rémunération, qui m'a toujours choqué dans le foot, c'est la rémunération variable des présidents sur les deals commerciaux, notamment des droits télé. On a assisté à des aberrations terribles, c'est-à-dire qu'on a vu l'ancien président Didier Quillot prendre des millions de bonus pour un deal Mediapro qui a fait exploser le foot français. Ensuite la Brune reprendre des commissions. Et là en fait on rentre dans un truc qui est très perturbant et extrêmement malsain, parce que le rôle d'un président, à partir du moment où il a son salaire et qu'il doit assumer sa feuille de route, peu importe l'argent qu'il engrange pour son sport, ça fait partie de la mission.
Ouais, je suis bien d'accord. Effectivement, s'il devait y avoir une rémunération, pour moi, elle doit être fixe et absolument pas indexée sur des deals qui pourraient évidemment altérer le choix et l'objectivité de ces choix. Donc, on est bien d'accord exactement avec ce que tu viens de dire, Philippe. Et ça me paraît ordre. Voilà. Mais c'est vrai, tu l'as dit, ça existe dans le foot. Alors, ça sera pas ces montants-là dans le rugby. Sinon, j'aurais pas mis aussi longtemps avant de me décider à être candidat, évidemment. Mais ça existe aussi dans le rugby. Dans les autres ligues, à l'EPCR ou à l'étranger. Donc voilà, il faut se regarder après sur cette décision comme sur les autres. Évidemment que c'est la majorité des présidents et des clubs qui doivent décider. Donc je m'en remettrai à cette décision et je m'adapterai en fonction tout simplement. Mais du coup, au Loup, vous étiez salarié aussi? Ouais, exactement. C'est des modèles différents. C'est des modèles différents. C'est des clubs d'entreprise. Quelque part, ça ressemble un peu à Castres. Donc, il y a quand même un lien, puisque tu avais plusieurs casquettes, malgré tout, dans le groupe qui est propriétaire du Loup, GL Events. Non, alors oui, je regarde quelques dossiers dans le sport, mais non, j'étais à plein temps au Loup Rugby et ça existe, dans le foot comme dans le rugby. C'est vrai à Toulouse, c'est vrai dans le rugby avec un président salarié, c'est vrai dans le foot à Marseille, au PSG. Ça existe dans beaucoup de formules, donc pourquoi pas dans le rugby. Mais encore une fois, moi je suis prêt à investir quelques mois parce que j'ai pas de quoi faire 4 ans, mais j'ai de quoi faire quelques mois bénévoles, donc je suis prêt à les investir et à renoncer à mon salaire pendant ces mois-là. Et après on verra, je m'en remettrai à la décision des présidents et je m'adapterai le cas échéant. C'est juste qu'il faut que j'ai un job à côté et que je fasse des missions à côté. Évidemment qu'elles me prendront un peu de temps. Mais merci pour cet éclairage. J'ai une autre question. Tu disais tout à l'heure que grosso modo, tout le monde va aujourd'hui travailler dans le même sens, ceux qui ont voté pour toi et les autres. Il y a quand même un sujet important sur lequel moi aussi, là, je te rejoins vraiment, mais qui est quand même un sujet de crispation. On l'a senti ces derniers mois. C'est le sujet du salary cap. Moi, je me suis toujours interrogé sur la façon dont le rugby français avait créé entre présidents une espèce de bulle spéculative, surtout quand on voit au fil des ans ce qui se passe ailleurs dans le monde avec des modèles économiques qui explosent. Donc moi je suis plutôt partisan d'une baisse aussi du salary cap parce que on restera toujours le championnat le plus attractif du monde et on enlèvera une certaine pression financière au club, mais malgré tout il y a quand même une partie des présidents qui partagent pas ça. C'est quand même un écart de vision qui peut être important. Quel est ton regard sur la façon d'aborder ce sujet-là ? Va l'aborder sereinement. On a une position qui est claire, qu'on sait que jusqu'à 2027, on va pas bouger. Et après, du coup, ça nous laisse le temps de débattre d'ici là. Pardon de te couper, mais pour que les gens comprennent, jusqu'à 2027, du coup, on est sur un gel avec les 10,7 millions hors crédits internationaux. Exactement, c'est ça. Et après, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on reste à ces 10,7 millions, est-ce qu'on l'augmente ou est-ce qu'on le baisse? Moi, j'avoue, et ma position, elle est connue parce qu'elle est constante depuis un moment, je suis pour une baisse qui soit raisonnable et progressive. C'est-à-dire, pourquoi pas aller jusqu'à 10 millions si les présidents jugent que c'est trop. Encore une fois, la Ligue nationale de rugby, c'est pas une dictature. Ça serait parfois plus simple, mais c'est pas ce qui est prévu. Donc, on en débattra. Après, moi, je pense que tant qu'on est, et c'est hyper important qu'on garde cette position de numéro 1 mondial. Quand je dis numéro 1 mondial, je ne sais pas si on est le meilleur championnat du monde. On est en tout cas celui qui attire le plus de stars de ce jeu, le plus de monde dans les stades, le plus de téléspectateurs, le plus de droits télé, qui draine le plus de moyens. Donc on a cette marge-là, et notamment tant que l'ensemble des joueurs du 15 de France jouent en France, ça veut dire on a sans doute de la marge puisqu'on est le championnat le plus attractif du monde. Donc on peut se permettre à la fois de penser compétitivité et durabilité des clubs, parce qu'il ne faut pas croire que tous les clubs sur l'ordre et peuvent continuer à dépenser autant qu'ils le veulent. Donc c'est pour ça que ce salary cap, c'est pour moi le meilleur garde-fou. Il peut sans doute être baissé légèrement et de manière progressive. Encore une fois, si c'est pas le cas, il restera autour de 10,7 millions et on en débattra sereinement. Qu'est-ce qui gêne en fait? C'est le fameux crédit international, le crédit de 200 000 euros, de bonus de 100 000 euros dans ce salary cap par international qui avantage du coup les gros fournisseurs d'internationaux que sont Toulouse ou l'UBB par exemple. Voilà, c'est ça qui crée un peu de crispation. Il y a deux choses, et le débat doit effectivement être pris globalement. Il y a le montant du salary cap, c'est 10,7 millions, et éventuellement, effectivement, les crédits internationaux. C'est plus de 200 000 euros par joueur, c'est 170 000, qui est un droit à dépenser par joueur présent sur la liste du 15 de France. Donc effectivement, là, ce débat, il faut le mener à terme pour que le salary cap, y compris les crédits internationaux, soit le garant à la fois d'une compétitivité de nos championnats. Je trouve que dans le foot, on sait que le PSG va être champion
champion dès le mois de septembre. C'est important qu'en top 14, il y ait une dizaine de clubs qui puissent être champions. Ça ne veut pas dire que tout le monde a 10% de chance, évidemment qu'il y en a qui sont plus favoris que d'autres, mais ça veut dire que chacun puisse avoir sa chance. Et ça, pour moi, le salary cap et la somme des crédits internationaux qui s'y ajoutent, effectivement, ça doit être envisagé pour que on garantisse à la fois que les clubs ne font pas n'importe quoi avec un argent qu'ils n'ont pas, pour ne pas dépenser trop d'argent et pas créer de trop gros déficits qui soient irréversibles. Soit dit en passant, merci à ceux qui sont là pour les combler, et puis de compétitivité aussi pour être sûr qu'on ait plusieurs, que ce soit pas toujours le même club qui soit champion. Quentin Cabanis, question pour Yann Roubert, président de la LNR. Bonsoir Monsieur le Président. Alors vous parliez tout à l'heure de l'importance d'avoir une équipe de France forte pour le rugby français. Du coup ma question c'est de savoir si justement les accords entre la LNR et la FFR qui vont durer jusqu'en 2027 vont rester dans l'état avec votre présidence, ou est-ce que ça risque d'évoluer justement après 2027 ? On va parler de tout et on va travailler main dans la main avec la Fédé. Et quand on voit les résultats du 15 de France, c'est l'occasion de les saluer et de voir que c'est le succès d'une équipe, bien sûr, mais aussi d'un staff, des joueurs, et puis aussi des clubs qui sont tous tiens, et puis du modèle français d'une manière générale. Donc une équipe de France qui gagne, bien sûr que c'est essentiel pour le rugby français, parce que c'est la vitrine et on a tous envie d'avoir une vitrine qui brille. Et donc évidemment que c'est la partie essentielle du rugby français. Donc oui, on va s'asseoir autour de la table avec la Fédé. Elle est dans une situation sportive qui est formidable, avec 2 titres dans le 6 nations, à la fois chez les A et aussi chez les moins de 20 ans. Ça, c'est extraordinaire. Mais elle est dans une situation financière qui est difficile. Et du coup, sans doute qu'il va falloir qu'on l'aide. Donc je dis pas qu'on pourra résoudre tous les problèmes, parce qu'on n'a pas des moyens illimités. Par contre, je dis OK pour s'asseoir autour de la table et discuter de tout sans tabou et essayer de se frotter à toutes les problématiques qui vont nous occuper ensemble et sereinement. Yann, un mot quand même sur votre méthode, ta méthode, parce que quand même le monde du rugby, il est parfois, on va dire, très convivial, mais souvent un peu fragmenté. Comment faire pour fédérer à un poste qui c'est pas toujours facile de réunir tout le monde? Est-ce qu'il y aura une méthode Roubert? C'est pas facile, mais on va essayer de travailler en étant tout simplement naturel. Honnêtement, il y a quand même une bonne volonté. Si parfois on a des petites différences de personnes, sur le fond, on veut tous le bien du rugby, le bien de nos clubs. Et du coup, c'est l'occasion de voir que dans cette nouvelle gouvernance à la Ligue, il y a un juste équilibre à la fois entre continuité, parce qu'il y a des gens qui étaient déjà là, qui ont été réélus, et puis il y a de nouveaux noms. Donc j'ai toujours parlé jamais de rupture ou de dégagisme, mais toujours d'équilibre entre continuité et renouveau. Et le fait de voir des gens nouveaux qui arrivent, un Thomas Castagnade qui va s'impliquer plus, un Julien Pierre qui vient d'arriver, c'est extra d'avoir des joueurs, mais un Dougal Benja là-bas qui va arriver pour à Pro D2, puis des gens qui sont déjà plus expérimentés, mais qui soit reviennent, soit arrivent au comité directeur, voire au bureau, comme Laurent Marty ou Bernard Pondenon. Ça, je me dis qu'il y a une diversité et une richesse dans les profils qui doit nous rendre forts. Et si on est unis et solidaires, on est capable de faire des choses merveilleuses. Eh bien, on l'espère, en tout cas, on le souhaite et on le vivra, bien sûr, sur Sud Radio, la radio du rugby, la radio aussi qui promeut la Pro D2, un des maillons forts, notamment dans votre élection, Yann. Et en tout cas, c'était un maillon fort de notre rugby aussi. De notre rugby, et c'est pour ça qu'on le vit, nous, bien sûr, le vendredi soir sur notre antenne, notamment. Merci Yann d'avoir été avec nous, bonne soirée et bon mandat, bien sûr, à la tête de la Ligue nationale de rugby. À très bientôt. Philippe, Johan, un petit mot de la fin peut-être pour. C'était incroyable de se retrouver. Mais oui, mais franchement, c'est émouvant à chaque fois. Vraiment. Ouais. Il y a un truc, une énergie. En plus, Philippe revient avec les couleurs printanières, ce bleu, la couleur avec ses yeux, c'est incroyable. Ouais, non, rien n'est négligé avec, là. Tout est assorti. Les rayures assorties au col, c'est magnifique. On va vous laisser. C'est beau. En tout cas, je pense que Johan et Philippe sont mûrs pour un qui je suis ce week-end. Voilà, reprise du top 14, reprise de la Pro D2 et bien sûr le programme que vous connaissez sur Sud Radio à suivre, les clés d'une vie. Jacques Pessy, bien sûr, c'est toujours un plaisir de retrouver Jacques Pessy avec Jean-Marc Généreux ce soir. Excellente soirée. Merci à vous tous de nous avoir suivis.